Bonjour Nicolas de la Bretèche, merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre dernier livre À la table des tsars, qui est paru il y a un petit peu plus d'un an pardon, maintenant, en septembre 2019 chez Masha Publishing. Alors vous êtes journaliste, écrivain et conférencier, vous êtes passionné d'histoire et de musique, et vous vous étiez déjà saisi de la vie hors du commun et exceptionnelle de la cantatrice française Marthe Chenal, dont vous aviez raconté l'histoire dans La Diva flamboyante, paru en 2004. En plus de ça, vous êtes également passionné de gastronomie, et à cet égard, c'est donc dans votre dernier livre À la table des tsars que vous racontez le destin méconnu et encore une fois exceptionnel de Pierre Cubat, un cuisinier français qui a très rapidement appris, monté, côtoyé les plus grands jusqu'à se retrouver chef des cuisines de la cour de Russie, où il a servi trois tsars, donc Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II. Comment est-ce que vous avez découvert cette histoire qu'on ne connaît pas ou peu, et qu'est-ce qui vous a donné envie de la raconter? Bonjour Julienne, bonjour à tous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, Pierre Cubat est très connu des spécialistes de l'histoire de la Russie, voilà. Mais très connu, jamais aucun livre n'avait été écrit sur lui. Donc, il fait partie de ces personnes qui, à un moment donné, sont connues puis qui disparaissent dans les méandres de l'histoire. Je suis tombé tout à fait par hasard sur Pierre Cubat et sur son histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais un voyage dans l'Est de la France. J'allais en fait visiter les cimetières de la Première Guerre mondiale et j'avais réservé donc une chambre dans une chambre d'hôte qui était d'ailleurs une très belle propriété, un beau château. Et le soir, je me revois très bien, après le dîner, je demande au propriétaire, vous habitez dans un château magnifique, quelle est l'histoire de ce château? Et le propriétaire me répond, mais ce château a été offert par le tsar Nicolas II à son cuisinier Pierre Cubat, qui était un Français. Voilà. Et alors j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Moi, j'étais passionné de gastronomie, puis passionné de la Russie aussi. J'avais fait des voyages il y a très longtemps en Russie, donc Saint-Pétersbourg, tout ça, j'imaginais déjà le cadre. Et le propriétaire, en me disant, au moment où je suis monté me coucher, m'a dit, avec mon épouse, il m'a dit, en plus c'est amusant parce que non seulement vous allez dormir dans la chambre de Pierre Cubat, c'est le hasard, hein, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, c'est la chambre qu'on vous a réservée, et en plus nous avons conservé son lit, donc vous allez même dormir dans son lit. Et l'histoire est drôle parce que donc évidemment toute la nuit cette histoire m'a travaillé en me disant mais c'est incroyable, comment se fait-il qu'il n'y ait pas. Entre-temps j'avais cherché sur mon téléphone, sur internet, voir s'il y avait des choses, il y avait très peu de choses. Et le lendemain matin en me réveillant j'ai dit à mon épouse écoute, nous n'étions pas deux dans le lit, nous étions trois, il y avait toi, moi et le fantôme de Pierre Cubat. Voilà comment tout a commencé. Et puis après, bien, en glanant, alors c'est vraiment des informations qui étaient extrêmement réparties, hein. C'était d'ailleurs assez compliqué. Il a fallu que je lise un nombre de livres et de mémoires incroyables pour arriver à reconstituer l'histoire de Pierre Cubat, qui, comme vous l'avez très joliment dit tout à l'heure, Julienne, a été chef des cuisines impériales sur une période de 40 ans, hein, c'est incroyable, hein, de 1873 à 1914. Alors, il y a une petite partie au milieu où il est rentré en France, où il a monté son célèbre restaurant des Champs-Élysées à l'hôtel de la Païva, voilà, qui est aujourd'hui le siège du Travelers Club. Et puis après, il est retourné en Russie et vraiment jusqu'en 1914, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, il a servi le tsar. Voilà, à l'époque, il avait 70 ans, donc c'était un homme âgé. Alors son épouse, sa deuxième épouse, Marguerite, avait 30 ans de moins que lui et était vraiment une top modèle. D'ailleurs, elle faisait la publicité de chapeau, elle est devenue la modiste de l'impératrice. Et à un moment donné, donc ça faisait plusieurs années hein, que Pierre Cubat commençait à fatiguer un peu dans les côtes et avait demandé au tsar l'autorisation de prendre sa retraite. Et le tsar, à chaque fois, l'adorait, donc le retenait. Et puis à un moment donné, donc Pierre Cubat a entendu que Raspoutine disait que sa femme était la plus belle femme de Saint-Pétersbourg. Alors la panique à bord, il s'est dit il est temps que je rentre en France parce que sinon ça va mal se terminer. Et donc c'est comme ça qu'il a été voir le tsar, qu'il lui a dit au revoir et puis qu'il est rentré enfin voilà. Et c'est ce jour-là, je raconte tout ça dans le livre, c'est ce jour-là que le tsar, au moment de lui dire au revoir, lui a dit bien sûr je vous verse une rente viagère, alors évidemment qui ne durera que jusqu'en 1917, ce qu'on peut imaginer. Enfin, je vous verse une rente
Et au moment de l'accolade finale, après avoir rappelé, ils s'étaient rappelés tous les deux, remémoré tous leurs souvenirs extraordinaires, parce que Pierre Cubat avait rendu des services énormes au tsar, notamment où le tsar avait fréquenté avant son mariage la jeune ballerine Mathilda Kschessinska, hein, qui était donc une danseuse du théâtre Mariinsky. C'est Cubat qui avait un peu couvert tout ça dans son restaurant, ils se voyaient là. Hein. Donc ils étaient très liés. Voilà. Et au moment du départ, au moment où Pierre Cubat va rentrer en France, il a 70 ans, il a passé sa vie au service de la monarchie impériale russe. Le tsar retire ses boutons de manchette, Fabergé, voilà, et les offre à Pierre Cubat. Quel moment magnifique, les offre à Pierre Cubat. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai retrouvés, les boutons de manchette. Et en les touchant dans mes mains, il s'est passé une espèce de fluide terrible. Je me suis dit, je ne peux pas garder cette histoire pour moi. Elle est extraordinaire, il faut que je la partage. Voilà comment est né ce livre. D'accord. Et justement, vous parliez de la relation entre Nicolas II et Pierre Cubat, donc une relation quand même de confiance et de respect mutuel. Est-ce que c'est commun un type de relation entre un monarque et son cuisinier, ou est-ce que c'est vraiment lié à la personnalité de Cubat et à ses activités qui, en plus de son poste à la cour, il faisait tout pour essayer de promouvoir la culture française en Russie, il participait à toutes sortes d'activités caritatives. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est un peu Alors, je émotionnel? crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une durée de relation, hein, 40 ans, un ami de 40 ans, si vous voulez. Bon, Et puis Pierre Cubat avait fait tout ce qu'il fallait pour se faire aimer du tsar aussi. Par exemple, il avait choisi la tsarine comme marraine de son fils aîné. Vous voyez, c'est quand même des choses qui comptaient à l'époque, hein, c'était des choses importantes. Donc, il y avait vraiment une relation de confiance. De loyauté entre ces deux hommes qui avaient des souvenirs en commun. Et c'est vrai que moi qui étudie par ailleurs, on en parlera peut-être de tous les cuisiniers français hein, qui ont travaillé à la cour de Russie, ce sont de très belles histoires aussi, des destins incroyables. Il est vrai que c'est avec Pierre Cubat qu'on est au plus proche de l'intimité avec la famille impériale et avec le tsar. Donc on a 1000 anecdotes. Je peux vous en raconter une si vous voulez, mais 1000 anecdotes directes en fait qui ont été racontées par des contemporains, des interactions entre le tsar et Pierre Cubat. Il y a une série qui a eu un certain succès qui s'appelait Downton Abbey et qui racontait, alors soit en Angleterre, dans le milieu aristocratique, qui parlait des relations entre le milieu donc aristocratique, du pouvoir, si vous voulez, dans les étages du château, et puis les relations donc de ce milieu-là avec le milieu des domestiques, des cuisiniers qui se trouvaient au sous-sol. Voilà, c'est une très belle histoire d'ailleurs. Ben, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer à travers mon livre, c'est les relations qu'il y avait effectivement entre le milieu de la famille impériale et le milieu des domestiques. Et on se rend compte que la famille impériale, dans sa vie quotidienne, au fond, avait un fonctionnement assez simple qui permettait, sans protocole, des interactions assez touchantes entre Pierre Cubat et la famille impériale. On pense bien sûr à la grande duchesse Tatiana, qui était donc une des filles de Nicolas II, qui ne voulait pas manger sa soupe. Et donc, il a fallu aller chercher Cubat, qui a dû faire tout un numéro pour qu'elle finisse, parce qu'elle est un petit peu capricieuse, pour qu'elle finisse par accepter de boire sa soupe qu'elle n'aimait pas. Voilà. Il y a une autre relation, une autre chose très jolie aussi, alors plus ancienne, ça remonte à l'époque d'Alexandre II, où le tsar, se promenant dans le parc du palais de Livadia, voit le fils aîné de Cuba, mais qui était un petit bonhomme de 7 ans, faire un château en sable, si vous voulez, voilà, et jouer dans son château de sable. Et alors, le tsar s'amuse un peu à défier le petit garçon et lui dit « Crois-tu que ton château résisterait aux armées du tsar ?» Et alors, le petit garçon se demande ce qu'il faut répondre, est un peu inquiet. Et à ce moment-là, l'autocrate avance d'un pas et écrase le château. Alors, évidemment, on imagine les larmes du petit garçon, mais évidemment, le tsar se met à genoux et la scène est assez jolie parce qu'ils finissent tous à quatre pattes à reconstruire. Il se dit « Bien sûr, je vais t'aider à reconstruire ton château. » Cette histoire est belle. Dans la série des histoires aussi directes entre eux, il y en a beaucoup, donc il faut regarder le livre, mais il y en a une autre aussi qui est amusante, c'est l'histoire des poulets, des volailles à la cour. Il faut savoir que Lucien Poncet, qui était originaire de Bourg-en-Bresse, avait lancé la volaille de Bresse à la cour de Russie. Donc on aimait les belles volailles et Cubat avait fait des belles volailles à la cour de Russie. Voilà. Mais ceci étant dit, avant même Lucien Poncet, les volailles de Bresse étaient connues et on aimait manger des belles poulardes bien rôties sur la table des tsars, dans des grands plats en argent magnifiques. Voilà.
Et il se trouve que quand la famille impériale partait en Crimée, donc à côté de Yalta, hein, dans son palais de Livadia, où ont été signés bien plus tard les accords de Yalta, les poulardes, les poules, la volaille locale n'était pas terrible. Elle était un peu maigrelette. Et donc, voilà. Donc, du coup, de tradition, on ne mangeait pas de volaille et de poulet à Yalta. Et puis, Cuba, qui était un homme qui avait beaucoup de caractère, hein, qui a eu un destin très romanesque, mais c'était un homme qui avait un caractère fort. Se dit, bah, c'est quand même pas normal, on devrait pouvoir engraisser des poulets ici. Alors, il arrive à trouver une espèce d'entonnoir pour engraisser les poulets, comme on pourrait en gaver des oies au fond. Et dans un enclos particulier, il fait grossir des poulets, des belles poules, qui au départ, effectivement, étaient maigrichonnes comme les poules de Crimée. Et là, il les fait grossir, elles deviennent magnifiques. Voilà. Et puis, il les sert au tsar, donc l'histoire est tordante. Il sert ça au tsar à l'époque, donc Alexandre II. Et le tsar donc, goûte la poularde et puis dit, mais elle sent bizarre votre poularde, Cuba, elle est très belle, mais elle sent bizarre, grande inquiétude, etc. Et Cuba raconte qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'il comprenne ce qui s'était passé. Et en fait, l'espèce d'entonnoir, si vous voulez, qui servait pour gaver les poulets, il le posait juste à côté de, voilà, il le posait donc à côté. Et entre-temps, quelqu'un était venu s'en servir, avait en plus nettoyé la cage des poules avec du pétrole. Et évidemment, les poules sentaient le pétrole. Donc après, c'était fini. Le tsar ne voulait plus entendre parler de poules en Crimée. Voilà l'histoire. Et par rapport aux recettes, vous dites que Pierre Cuba, il n'a jamais consigné aucune de ses recettes. Donc, Oui, alors ça, comment c'est vous avez fait pour les évidemment. retrouver? Vous avez raison, Julienne. Écrire un livre sur un cuisinier sans les recettes de Pierre Cuba, cela aurait été un peu frustrant. Malheureusement, il n'avait pas édité ses recettes, donc je me suis lancé dans une véritable enquête, une véritable aventure pour retrouver ses recettes. Et donc, il a fallu que j'identifie, ça a été un très gros travail, avec l'aide d'ailleurs d'un généalogiste, une société spécialisée dans la recherche d'héritiers, que je retrouve les descendants de Pierre Cuba, qui heureusement, eux, avaient retrouvé quelques recettes écrites à la main de la économie, l'histoire des cuisiniers français. À l'époque, les recettes étaient écrites très rapidement, sans grand détail et surtout sans la liste détaillée des ingrédients avec leur poids, comme on fait aujourd'hui dans une recette, dans un livre de cuisine, si vous voulez. À l'époque, tout ça a été écrit très rapidement. Et donc, voilà, il a fallu donc, que je me rapproche d'un grand cuisinier français pour avoir sa relecture, et il a pu reconstituer donc les recettes des cuisiniers. Voilà. Donc justement, par rapport à ça, donc, dans l'ouvrage, la biographie, elle est très documentée. Tout au long du récit, on trouve des photos, des archives, des menus. Et donc, c'est ces reconstitutions de plats que vous avez réalisées avec le chef Gérard Dupont, donc le président Oui, d'honneur de l'Académie culinaire de France. Comment ça absolument. s'est passé du coup pour, une fois que vous avez retrouvé les recettes, pour reconstituer, je ne sais pas, au niveau du savoir-faire, du matériel, des aliments, comment ça s'est passé? Alors ça a été une aventure dans l'aventure. C'est-à-dire que moi, j'avais imaginé écrire un livre, mais un livre uniquement écrit, si vous voulez. Voilà, je n'avais pas imaginé que ça serait un livre aussi illustré qu'il ne l'est aujourd'hui. Je l'ai devant moi, je ne sais pas si vous le voyez ici, voilà, à la table des tsars, il est là. Et c'est vrai qu'il y a énormément de reproductions, mais il y a également des recettes. On en voit une ici, des huîtres à la russe, avec des photos et la mise en scène en fait, du plat en question. Donc oui, c'est l'éditrice Marie Renaud des éditions Macha Publishing qui, qui m'a dit, mais ce livre va être magnifique, il faut qu'on fasse un grand livre et qu'on refasse les recettes et qu'on les fasse photographier par un photographe culinaire. Voilà. Donc, on a choisi Gérard Dupont, qui était passionné par l'histoire de Pierre Cuba. Il faut savoir que lui connaissait très bien Pierre Cuba. Pierre Cuba a son fauteuil à l'Académie culinaire de France. Donc, c'est comme l'Académie française, les fauteuils ont des noms. Donc, lui, évidemment, en avait entendu parler. Et donc, il a accepté de réécrire ses recettes et de les refaire. Donc, on a passé une journée dans un grand restaurant parisien, on a fait 12 plats et donc un photographe culinaire les a photographiés. Alors évidemment, on n'allait pas prendre ces plats magnifiques dans une vaisselle ordinaire.
Donc, il fallait retrouver la vaisselle. Donc, je parle à la fois des assiettes, des verres et des couverts, et puis la décoration des arts de la table, auprès de collectionneurs. Donc, on a fait appel à des collectionneurs qui nous ont retrouvé des assiettes de l'époque. C'était vraiment très touchant, hein, de refaire ces plats et de pouvoir les dresser, comme on dit, dans des assiettes d'époque. Donc, les photos, c'est vrai, sont très belles. Dans les choses amusantes, la société Baccarat, par exemple, très connue, la cristallerie Baccarat, nous a prêté le service qu'elle avait créé pour Nicolas II. Voilà. Donc, on a fait très attention à ne pas casser les verres. Donc, on a des jolies photos. Et sur les photos, il y a les verres du service Baccarat de Nicolas II. Et puis, pour l'anecdote aussi, il fallait quand même une bouteille de vin sur cette table. D'ailleurs, on en a trouvé plusieurs d'époque. Mais on a un château Margaux qui nous a 1900 qui nous a été envoyé par la société du Château Margaux pour pouvoir prendre ces photos. Voilà. J'étais très impatient de voir cette bouteille quand elle est arrivée. Bon, c'était une bouteille factice, hein, qui sert pour le cinéma, donc malheureusement, elle était vide, mais du coup, elle était très belle à photographier. Voilà. Et au niveau des aliments, vous avez pu tout retrouver ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne trouve plus aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, pour la plupart, la recette la plus emblématique de Pierre Cubat, ce sont les sols, hein, les sols Cubat, les filets de sol Cubat, où la sole est servie en fait avec une purée de champignons et à la crème, qui est absolument délicieux. Voilà. Donc, dans la plupart des recettes, on n'a pas eu de difficulté pour les reproduire. Il n'y a qu'une seule où on a dû adapter parce que l'animal, on n'a plus le droit de le chasser. C'est ce qu'on appelle la mauviette, les petits oiseaux qui ressemblent, si vous voulez, à des cailles. Et donc, du coup, on a adapté la recette pour les cailles. Donc, les mauviettes sont devenues des cailles, mais ça ne changeait pas le fond de la recette. Et donc voilà, effectivement, vous avez raison, c'est le produit qu'on n'a plus le droit de chasser, qu'on ne trouve plus et qu'il a fallu adapter. Sinon, tout le reste, sur les 11 autres recettes, on a vraiment suivi les consignes originales de Pierre Cubat. Voilà. Et vous avez pu tout goûter? Oui, absolument. Alors ça a été un moment. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce que quand on lit le Ah, livre qui est déjà très détaillé et qu'en plus oui. on se retrouve avec ces magnifiques photos, bon, bah, ça donne l'eau à la bouche quand même. Ben oui, on a envie de les faire. Hein. Chérie, devine qui vient dîner ce soir, c'est le tsar de Russie. On a envie on a envie de regoûter les recettes des tsars. Oui, non, alors il y en a certaines qui sont plus compliquées que d'autres. Et moi, je recommande aux lecteurs vraiment les recettes, j'en parlais tout à l'heure, du filet de sole à la Cuba, alors qui est une recette qui est assez facile, enfin, qui est facile à faire, qui n'est pas très compliquée, vraiment, et qui est absolument délicieuse. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est mon plat préféré. Et puis, pour les desserts, bien sûr, je vous conseille les fraises à la Romanov. Là, vous avez les photos et la recette détaillée dans le livre. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des projets littéraires actuels? Est-ce que ça peut être lié encore à la cuisine, à la Russie, ou est-ce que c'est différent? Oui, alors vous savez que par superstition, un auteur ne parle jamais de ses projets, mais je confirme que mon prochain livre aura trait à la Russie, voilà, et à l'histoire de la Russie, et bien sûr à l'histoire de la gastronomie aussi, puisque on ne peut pas raconter l'histoire de Pierre Cubat sans avoir envie d'en savoir plus sur tous les autres grands cuisiniers qui ont travaillé à la cour de Russie et qui, eux aussi, ont eu un destin tout à fait extraordinaire. De Catherine II à Nicolas II. Voilà. Donc en quelque sorte une suite à cette aventure Exactement. En culinaire. quelque sorte, une suite que je serai ravi de venir présenter à votre salon littéraire l'année prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup Nicolas de la Bretèche. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien pour évoquer votre livre À la table des tsars. Au revoir, merci. Merci à vous, Julienne. À bientôt. Au revoir. Au revoir.